Psychologie des foules et analyse du moi, Freud 1921. Chapitre 1. Introduction. L'opposition entre la psychologie individuelle et la psychologie sociale ou collective, qui peut à première vue paraître très profonde, perd beaucoup de son acuité lorsqu'on l'examine de plus près. Sans doute, la première a pour objet l'individu et recherche les moyens dont il se sert et les voies qu'il suit pour obtenir la satisfaction de ses désirs et ses besoins. Mais dans cette recherche, elle ne réussit que rarement et, dans des cas tout à fait exceptionnels, à faire abstraction des rapports qui existent entre l'individu et ses semblables. C'est qu'autrui joue toujours dans la vie de l'individu le rôle d'un modèle, d'un objet, d'un associé ou d'un adversaire. Et la psychologie individuelle se présente dès le début comme étant en même temps, par un certain côté, une psychologie sociale, dans le sens élargi, mais pleinement justifié du mot. L'attitude de l'individu à l'égard de ses parents, de ses frères et sœurs, de la personne aimée, de son médecin, bref, tous les rapports qui ont, jusqu'à présent, fait l'objet de recherches psychanalytiques peuvent, à juste titre, être considérés comme des phénomènes sociaux, ce qui les met en opposition avec certains autres processus auxquels nous avons donné le nom de narcissiques, parce qu'ils sont caractérisés par le fait que la satisfaction de besoins et de désirs est recherchée et obtenue par l'individu en dehors et indépendamment de l'influence d'autres personnes. C'est ainsi que l'opposition entre les actes psychiques sociaux et narcissiques, entre parenthèses, autistique, selon la terminologie de Bleuler, fermez la parenthèse, est une opposition qui ne dépasse pas les limites de la psychologie individuelle et ne justifie pas une séparation entre celle-ci et la psychologie sociale ou collective. Dans son attitude à l'égard des parents, des frères et sœurs, de la personne aimée, de l'ami et du médecin, l'individu ne subit l'influence que d'une personne ou que d'un nombre limité de personnes, dont chacune a acquis, pour lui, une importance de premier ordre. Or, lorsqu'on parle de psychologie sociale ou collective, on fait généralement abstraction de ces rapports pour ne considérer que l'influence simultanée qu'exerce sur l'individu un grand nombre de personnes qui, sous beaucoup de rapports, peuvent lui être étrangères, mais auxquelles le rattachent cependant certains liens. C'est ainsi que la psychanalyse collective envisage l'individu en tant que membre d'une tribu, d'un peuple, d'une caste, d'une classe sociale, d'une institution, ou en tant qu'élément d'une foule humaine qui, à un moment donné et en vue d'un but donné, s'est organisée dans une masse, une collectivité. Après avoir rompu les liens naturels que nous avons mentionnés plus haut, on fut amené à considérer les phénomènes qui se produisent dans ces conditions particulières comme des manifestations d'une tendance spéciale, irréductible, héros, instinct, group mind, n'apparaissant pas dans d'autres situations. Nous devons cependant déclarer que nous nous refusons à attribuer aux facteurs numériques une importance aussi considérable et à admettre qu'ils soient seuls capables de faire naître dans la vie psychique de l'homme un instinct nouveau ne se manifestant pas dans d'autres conditions. Nous postulons plutôt deux autres possibilités, à savoir que l'instinct en question est loin d'être un instinct primaire et irréductible, et qu'il n'existe déjà, ne serait-ce qu'à l'état d'ébauche,
dans des cercles plus étroits, comme celui de la famille. La psychologie collective, bien qu'elle n'en soit encore qu'à ses débuts, embrasse un nombre incalculable de problèmes et impose aux chercheurs des tâches innombrables, encore mal ou insuffisamment différenciées. La seule classification des différentes formes de groupement collectif et la description des phénomènes psychiques par lesquels ils se manifestent exige un énorme travail d'observation et d'exposition et ont déjà engendré une très riche littérature. Étant donné l'étendue du domaine de la psychologie collective, j'ai à peine besoin d'avertir le lecteur que son modeste travail ne touche qu'à quelques points, très peu nombreux, de ce vaste sujet. Il est vrai que ce sont là les points qui intéressent plus particulièrement la psychanalyse dans ses sondages de l'âme humaine. L'âme collective, d'après Gustave Le Bon. Note personnelle, il faut savoir que ce texte de Gustave Le Bon aura inspiré Adolf Hitler dans la rédaction de son livre Mein Kampf. Nous pourrions commencer par une définition de l'âme collective. Mais il nous semble beaucoup plus rationnel de donner au lecteur un aperçu d'ensemble des phénomènes qui s'y rattachent, en mettant sous ses yeux quelques-uns d'entre eux, choisis parmi les plus saillants et les plus caractéristiques, et en les faisant servir de point de départ à nos recherches ultérieures. Ce double but ne saurait être mieux réalisé qu'en prenant pour guide le livre devenu justement célèbre de M. Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 28e édition, Alcan 1921. Voici, une fois de plus, quelle est exactement la situation. Après avoir examiné et analysé les prédispositions, tendances, instincts, mobiles et intentions de l'individu jusque dans ses actions et dans ses rapports avec ses semblables, la psychologie verrait subitement se dresser devant elle une nouvelle tâche réclamant impérieusement une solution. Elle aurait à fournir l'explication de ce fait surprenant que l'individu qu'elle croyait avoir rendu intelligible se met, dans certaines conditions, à sentir, à penser, à agir d'une manière toute différente de celle à laquelle on pourrait s'attendre, et que ces conditions sont fournies par son incorporation dans une foule humaine ayant acquis le caractère d'une foule psychologique. Qu'est-ce donc qu'une foule ? D'où lui vient le pouvoir d'exercer une influence aussi décisive sur la vie psychique de l'individu ? En quoi consistent les modifications psychiques qu'elle fait subir à l'individu ? C'est la tâche de la psychologie collective théorique de fournir des réponses à ces trois questions. Et pour bien s'acquitter de cette tâche, elle doit commencer par la troisième. C'est en effet l'observation des modifications imprimées aux réactions individuelles qui forment la matière de la psychologie collective. Or, tout essai d'explication doit être précédé de la description de ce qui est à expliquer. Je laisse donc la parole à M. Le Bon. Ouvrez les guillemets. Le fait le plus frappant, dit-il, présenté par une foule psychologique est le suivant. Quels que soient les individus qui la composent, quelque semblables ou dissemblables que puissent être leur genre de vie, leurs occupations, leur caractère ou leur intelligence, le seul fait qu'ils sont transformés en foule les dote d'une sorte d'âme collective. Cette âme les fait sentir, penser, réagir d'une façon tout à fait différente de celle dont sentirait et agirait chacun d'eux isolément. Certaines idées,
Certains sentiments ne surgissent et ne se transforment en actes que chez les individus en foule. La foule psychologique est un être provisoire, composé d'éléments hétérogènes pour un instant soudés, absolument comme les cellules d'un corps vivant forment par leur réunion un être nouveau, manifestant des caractères fort différents de ceux que chacune de ces cellules possède. Fermez la parenthèse. Nous prenons la liberté d'interrompre l'exposé de M. Lebon par nos commentaires et nous commençons par formuler la remarque suivante. Puisque les individus faisant partie d'une foule sont fondus en une unité, il doit bien y avoir quelque chose qui les rattache et les décrit dans des termes qui s'accordent avec les principes fondamentaux de notre psychologie de l'inconscient. Ouvrez les guillemets. On constate aisément combien l'individu en foule diffère de l'individu isolé. Mais d'une pareille différence, les causes sont moins faciles à découvrir. Pour arriver à les entrevoir, il faut se rappeler d'abord cette observation de la psychologie moderne, que ce n'est pas seulement dans la vie organique, mais encore dans le fonctionnement de l'intelligence, que les phénomènes inconscients jouent un rôle prépondérant. La vie consciente de l'esprit ne représente qu'une très faible part auprès de sa vie inconsciente. L'analyste le plus subtil, l'observateur le plus pénétrant, n'arrive à découvrir qu'un bien petit nombre des mobiles inconscients qui le mènent. Nos actes conscients dérivent d'un substratum inconscient formé surtout d'influences héréditaires. Ce substratum renferme les innombrables résidus ancestraux qui constituent l'âme de la race. Derrière les causes avouées de nos actes se trouvent des causes secrètes ignorées de nous. La plupart de nos actions journalières sont l'effet de mobiles cachés qui nous échappent. Dans une foule, pense M. Lebon, les acquisitions individuelles s'effacent et la personnalité propre à chacun disparaît. Le patrimoine inconscient de la race vient occuper le premier plan. L'hétérogène se fond dans l'homogène. Nous dirons que la superstructure psychique, qui s'est formée à la suite d'un développement variant d'un individu à l'autre, a été détruite et a mis à nu la base inconsciente, uniforme, commune à tous. C'est ainsi que se formerait le caractère moyen de l'individu d'une foule. Mais M. Lebon trouve que l'individu, faisant partie d'une foule, présente en outre des propriétés nouvelles qu'il ne possédait pas auparavant. Et il cherche à expliquer cette apparition de nouvelles propriétés par 3 facteurs différents. Ouvrez les guillemets. Diverses causes déterminent l'apparition des caractères spéciaux aux foules. La première est que l'individu en foule acquiert, par le seul fait du nombre, un sentiment de puissance invincible lui permettant de céder à des instincts que, seul, il eût forcément réfrénés. Il y cédera d'autant plus volontiers que la foule étant anonyme et par conséquent irresponsable, le sentiment de la responsabilité, qui retient toujours les individus, disparaît entièrement. Fermez les guillemets. Notre point de vue nous dispense d'attacher une grande valeur à l'apparition de nouveaux caractères. Il nous suffit de dire que l'individu en foule se trouve placé dans des conditions qui lui permettent de relâcher la répression de ses tendances inconscientes. Les caractères en apparence nouveaux qu'il manifeste, alors ne sont plus précisément que des manifestations de cet inconscient où sont emmagasinés les germes de tout ce qu'il y a de mauvais dans l'âme humaine.
que la voix de la conscience se taise ou que le sentiment de la responsabilité disparaisse, dans ces circonstances, c'est là un fait que nous n'avons aucune difficulté à comprendre. Nous avons dit, il y a longtemps, que c'est l'angoisse sociale qui forme le noyau de ce que l'on appelle la conscience morale. Alors il y a une note de bas de page. Il y a, entre la conception de M. Lebon et la nôtre, une certaine différence résultant de ce que sa notion de l'inconscient ne coïncide pas en tout point avec celle adoptée par la psychanalyse. L'inconscient de M. Lebon renferme les caractères les plus profonds de l'âme de la race. Caractères qui ne présentent pour la psychanalyse aucun intérêt. Nous reconnaissons certes que le noyau du moi, dont fait partie l'héritage archaïque de l'âme humaine, est inconscient. Mais nous postulons en outre l'existence d'un refoulé, inconscient, dérivé d'une partie de cet héritage. C'est cette notion du refoulé qui manque chez M. Lebon. Fin de la note. Ouvrez les guillemets. Une seconde cause, la contagion mentale, intervient également pour déterminer chez les foules la manifestation de caractères spéciaux et en même temps leur orientation. La contagion est un phénomène aisé à constater, mais non expliqué encore, et qu'il faut rattacher au phénomène d'ordre hypnotique que nous étudierons dans un instant. Chez une foule, tout sentiment, tout acte est contagieux à ce point que l'individu sacrifie très facilement son intérêt personnel à l'intérêt collectif. C'est là une aptitude contraire à sa nature et dont l'homme ne devient guère capable que lorsqu'il fait partie d'une foule. Note numéro 1. Nous utiliserons plus loin cette dernière proposition en faisant le point de départ d'une hypothèse importante. Fin de la note. Ouvrez les guillemets. Une troisième cause, et de beaucoup la plus importante, détermine dans des individus en foule des caractères spéciaux, parfois fort opposés à ceux de l'individu isolé. Je veux parler de la suggestibilité, dont la contagion, mentionnée plus haut, n'est d'ailleurs qu'un effet. Pour comprendre ce phénomène, il faut avoir présentes à l'esprit certaines découvertes récentes de la physiologie. Nous savons aujourd'hui qu'un individu peut être placé dans un état tel qu'ayant perdu sa personnalité consciente, il obéisse à toutes les suggestions de l'opérateur qui la lui a fait perdre et commette les actes les plus contraires à son caractère et à ses habitudes. Or, des observations attentives paraissent prouver que l'individu, plongé depuis quelque temps au sein d'une foule agissante, tombe bientôt, par suite des effluves qui s'en dégagent, ou, pour toute autre cause encore ignorée, dans un état particulier, se rapprochant beaucoup de l'état de fascination de l'hypnotisé entre les mains de son hypnotiseur. La vie du cerveau étant paralysée chez le sujet hypnotisé, celui-ci devient l'esclave de toutes ses activités inconscientes, que l'hypnotiseur dirige à son gré. La personnalité consciente est évanouie, la volonté et le discernement sont abolis. Sentiments et pensées sont alors orientés dans le sens déterminé par l'hypnotiseur. Ouvrez les guillemets. Tel est à peu près l'état de l'individu faisant partie d'une foule. Il n'est plus conscient de ses actes, chez lui comme chez l'hypnotisé, tandis que certaines facultés sont détruites, d'autres peuvent être amenées à un degré d'exaltation extrême.
l'influence d'une suggestion le lancera avec une irrésistible impétuosité vers l'accomplissement de certains actes. Impétuosité plus irrésistible encore dans les foules que chez le sujet hypnotisé, car la suggestion, étant la même pour tous les individus, s'exagère en devenant réciproque. Ouvrez les guillemets, donc, évanouissement de la personnalité consciente, prédominance de la personnalité inconsciente, orientation par voie de suggestion et de contagion des sentiments et des idées dans le même sens, tendance à transformer immédiatement en acte les idées suggérées, tels sont les principaux caractères de l'individu en foule. Il n'est plus lui-même, mais un automate que la volonté est devenue impuissante à guider. Nous avons cité ce passage tout au long pour montrer que M. Lebon ne compare pas seulement l'état de l'individu en foule avec l'état hypnotique, mais établit une véritable identité entre l'un et l'autre. Nous n'avons nullement l'intention d'engager ici une discussion, mais nous tenons à relever que les deux dernières causes de la transformation de l'individu faisant partie d'une foule, la contagion et la suggestibilité plus grande, ne sont évidemment pas à mettre au même niveau. Car la contagion est à son tour une manifestation de la suggestibilité. Il nous semble que M. Lebon n'établit pas une distinction bien nette entre les effets produits par ces deux causes. Peut-être interpréterons-nous mieux sa pensée en disant que la contagion résulte de l'action réciproque que les membres de la foule exercent les uns sur les autres, tandis que les phénomènes de suggestion, que M. Lebon identifie avec l'influence hypnotique, proviendraient d'une autre source. De laquelle alors? Nous trouvons une lacune sensible dans le fait qu'un des principaux termes de cette identification, à savoir la personne qui, dans la foule, remplace l'hypnotiseur, ne trouve aucune mention dans l'exposé de M. Lebon. Quoi qu'il en soit, il distingue de cette influence fascinante qu'il laisse dans l'ombre l'action contagieuse que les individus exercent les uns sur les autres et qui vient renforcer la suggestion primitive. Voici encore un autre point de vue important pour caractériser l'individu en foule. Ouvrez les guillemets. Par le seul fait qu'il fait partie d'une foule, l'homme descend donc de plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. Isolé, c'était peut-être un individu cultivé. En foule, c'est un instinctif. Par conséquent, un barbare. Il a la spontanéité, la violence, la férocité et aussi les enthousiasmes et les héroïsmes des êtres primitifs. Fermez les guillemets. L'auteur insiste ensuite tout particulièrement sur la diminution de l'activité intellectuelle que son absorption par la foule détermine chez l'individu. Note. Le distique de Schiller. Ouvrez les guillemets. Chacun, pris à part, peut être intelligent et raisonnable, réunis, ils ne forment tous qu'un seul imbécile. Fin de la note. Laissons maintenant l'individu et considérons l'âme collective, telle qu'elle est esquissée par M. Lebon. Dans cette description, il n'est pas un trait dont le psychanalyste ne soit à même d'indiquer l'origine et qu'il ne puisse classer. M. Lebon nous montre d'ailleurs lui-même le bon chemin en faisant ressortir les ressemblances qui existent entre l'âme de la foule et la vie psychique des primitifs et des enfants. La foule est impulsive,
mobile et irritable. Elle se laisse guider presque uniquement par l'inconscient. Note numéro 1. Monsieur Lebon emploie correctement le mot inconscient dans un sens qui n'est pas uniquement celui de refouler. Les impulsions auxquelles la foule obéit peuvent, selon les circonstances, être nobles ou cruelles, héroïques ou lâches, mais elles sont toujours tellement impérieuses que l'intérêt de la conservation lui-même s'efface devant elles. Rien n'est prémédité chez elle. Alors même qu'elle désire une chose passionnément, elle ne la désire jamais longtemps. Elle est incapable d'une volonté persévérante. Elle ne supporte aucun délai entre le désir et sa réalisation. Elle éprouve le sentiment de la toute-puissance. Pour l'individu faisant partie d'une foule, la notion de l'impossible n'existe pas. Note numéro 3. Voir Totem et tabou, chapitre 3, Animisme, magie et toute-puissance des idées. Traduction française, Payot, Paris. La foule est extraordinairement influençable et crédule. Elle est dépourvue de sens critique. L'invraisemblable n'existe pas pour elle. Elle pense, par images, qui s'appellent les unes les autres à la faveur de l'association. Comme dans les États, où l'individu donne libre cours à son imagination, sans qu'une instance rationnelle intervienne pour juger du degré de leur conformité à la réalité. Les sentiments de la foule sont toujours très simples et très exaltés. Aussi, la foule ne connaît-elle ni doute ni incertitude. Note numéro 4. Dans l'interprétation des rêves à laquelle nous sommes redevables de ce que nous savons le mieux sur la vie psychique inconsciente, nous suivons cette règle technique. Nous faisons abstraction de tous les doutes et incertitudes qui se manifestent au cours du récit du rêve et nous considérons comme également certains tous les éléments du rêve manifestes. Nous attribuons doutes et incertitudes à l'action de la censure à laquelle est soumis le travail du rêve et nous admettons que le doute et l'incertitude, en tant que contrôle critique, sont étrangers aux idées primaires du rêve. Ils peuvent naturellement, au même titre que n'importe quel autre élément, faire partie du contenu des restes diurnes qui provoquent le rêve, voir Trondheim, 5e édition, 1919, page 386. Ouvrez les guillemets. Elles, les foules, vont tout de suite aux extrêmes. Le soupçon énoncé se transforme tout de suite en évidence indiscutable. Un commencement d'antipathie devient aussitôt une haine féroce. Note numéro 5. La même tendance à l'exagération, la même facilité d'aller aux extrêmes et au démesuré caractérise l'affectivité de l'enfant et se retrouve dans la vie de rêve où, grâce à la séparation qui existe dans l'inconscient entre les divers sentiments, une légère contrariété éprouvée pendant le jour se transforme en une haine mortelle contre la personne, cause de cette contrariété. De même qu'une légère tentation se transforme en une impulsion à commettre un acte criminel représenté dans le rêve. Le docteur Hans Sage a fait à ce propos la jolie remarque suivante. Ouvrez les guillemets. Ce que le rêve nous a révélé concernant nos relations avec le présent, entre parenthèses, la réalité, nous le recherchons ensuite dans la conscience. Et nous ne devons pas nous étonner si les monstruosités que nous avons vues à travers le verre grossissant de l'analyse nous apparaissent comme de minuscules infusoires. Fermez les guillemets, Trondheim, page 357.
Portée à tous les extrêmes, la foule n'est influencée que par des excitations exagérées. Quiconque veut agir sur elle n'a pas besoin de donner à ses arguments un caractère logique. Il doit présenter des images aux couleurs les plus criardes, exagérées, répéter sans cesse la même chose. Ouvrez les guillemets. Ne gardant aucun doute sur ce qu'elle croit vérité ou erreur, et possédant d'autre part la notion claire de sa force, la foule est aussi autoritaire qu'intolérante. Les foules respectent la force et sont médiocrement impressionnées par la bonté, facilement considérée comme une forme de la faiblesse. Ce que la foule exige de ses héros, c'est la force, voire la violence. Elle veut être dominée et subjuguée et craindre son maître. En fait, les foules ont des instincts conservateurs irréductibles et, comme tous les primitifs, un respect fétichiste pour les traditions, une horreur inconsciente des nouveautés capables de modifier leurs conditions d'existence. Fermez les guillemets. Si l'on veut se faire une idée exacte de la moralité des foules, on doit prendre en considération le fait que chez des individus réunis en foule, toutes les inhibitions individuelles ont disparu, alors que les instincts cruels, brutaux, destructeurs, survivants des époques primitives, qui dorment au fond de chacun, sont éveillés et cherchent à se satisfaire. Mais sous l'influence de la suggestion, les foules sont également capables de résignation, de désintéressement, de dévouement à un idéal, alors que l'avantage personnel consiste chez l'individu isolé, à peu près le seul mobile d'action. Il ne détermine que rarement la conduite des foules. On peut même parler d'une moralisation de l'individu par la foule, alors que le niveau intellectuel de la foule est toujours inférieur à celui de l'individu, son comportement moral peut aussi bien dépasser le niveau moral de l'individu que descendre bien au-dessous de ce niveau. Quelques traits de la caractéristique des foules, tels que le retrace M. Lebon, montrent à quel point justifier l'identification de l'âme de la foule avec l'âme des primitifs. Chez les foules, les idées les plus opposées peuvent coexister, sans se gêner mutuellement, sans qu'un conflit résulte de leur contradiction logique. Or, la psychanalyse a montré que tel est également le cas de l'individu enfant ou de l'individu névrotique. Note numéro 2. Chez le petit enfant, par exemple, des attitudes affectives ambivalentes à l'égard des personnes les plus proches peuvent exister pendant longtemps, sans qu'il en résulte le moindre conflit. Et lorsque le conflit éclate enfin, il est résolu par le fait que l'enfant change d'objet, qu'il déplace un des sentiments de son ambivalence sur un objet de substitution. Même en étudiant l'évolution d'une névrose chez l'adulte, on constate souvent qu'un sentiment réprimé peut persister pendant longtemps dans des rêves inconscients ou même conscients, entre parenthèses, dont le contenu se trouve naturellement de ce fait en opposition avec une tendance dominante, fermez la parenthèse, sans qu'il résulte de cette contradiction une révolte du moi contre le sentiment réprimé. Le rêve est toléré pendant un temps assez long, jusqu'au moment où, par la suite, le plus souvent d'une exagération de sa charge affective, un conflit éclate subitement entre lui et le moi, avec toutes les conséquences qu'il comporte. À mesure que l'enfant, en se développant, se rapproche de l'âge adulte et mûr, sa personnalité devient de plus en plus intégrée, c'est-à-dire que ses diverses tendances et aspirations,
qui jusqu'alors s'étaient développées indépendamment les unes des autres, se réunissent et se fusionnent. Nous connaissons déjà un processus analogue dans le domaine de la vie sexuelle, où toutes les tendances sexuelles finissent par converger de façon à former ce que nous appelons l'organisation sexuelle. Mais que l'unification du moi soit sujette aux mêmes troubles que ceux qui s'opposent à l'unification de la libido, c'est ce que nous prouvent de nombreux exemples bien connus, comme ceux de savants restés croyants, etc. Fin de la note. En outre, la foule est éminemment accessible à la force véritablement magique des mots, qui sont capables tantôt de provoquer dans l'âme collective les tempêtes les plus violentes, tantôt de la calmer et de l'apaiser. Ouvrez les guillemets. La raison et les arguments ne sauraient lutter contre certains mots et certaines formules. On les prononce avec recueillement devant les foules et tout aussitôt, les visages deviennent respectueux et les fronts s'inclinent. Beaucoup les considèrent comme des forces de la nature, de puissance surnaturelle. Fermez les guillemets. Il suffit de penser à ce propos au tabou des noms primitifs, aux forces magiques qui, dans leur esprit, se rattachent aux noms et aux mots. Note numéro 2, voir totem et tabou. Et enfin, les foules n'ont jamais connu la soif de la vérité. Elles demandent des illusions auxquelles elles ne peuvent pas renoncer. Elles donnent toujours la préférence à l'irréel sur le réel. L'irréel agit sur elles avec la même force que le réel. Elles ont une visible tendance à ne pas faire la distinction entre l'un et l'autre. Nous avons vu le rôle que cette prédominance de la vie imaginative et des illusions nourries par les désirs insatisfaits joue dans la détermination des névroses. Nous avons trouvé que, pour le névrotique, la seule réalité ayant de la valeur est la réalité psychique, et non la réalité objective, la réalité de tout le monde. Un symptôme hystérique est fondé sur un élément imaginaire, au lieu de reproduire un événement de la réalité. Un sentiment de culpabilité obsédant repose sur le fait d'un projet malveillant qui n'a jamais reçu un commencement d'exécution. Comme dans le rêve et dans l'hypnose, les preuves, par la réalité, ne résistent pas dans l'activité psychique des foules, à la force des désirs surchargés d'affectivité. Ce que M. Lebon dit des meneurs de foule est moins satisfaisant et laisse moins bien entrevoir les lois qui régissent ce phénomène. Toutes les fois, pense-t-il, que les êtres vivants, plus ou moins nombreux, se trouvent réunis, qu'il s'agisse d'un troupeau animal ou d'une foule humaine, ils se mettent aussitôt instinctivement sous l'autorité d'un chef. La foule est un troupeau docile, incapable de vivre sans un maître. Elle a une telle soif d'obéir qu'elle se soumet instinctivement à celui qui s'érige en son chef. Mais si la foule a besoin d'un chef, encore faut-il que celui-ci possède certaines aptitudes personnelles. Il doit être lui-même fasciné par une profonde croyance, entre parenthèses, en une idée, pour pouvoir faire naître la foi chez la foule. Il doit posséder une volonté puissante, impérieuse, susceptible d'animer la foule qui, elle, est dépourvue de volonté. M. Lebon parle ensuite des différentes catégories de meneurs et des moyens par lesquels ils agissent sur la foule. En dernière analyse, il voit la cause de l'influence des meneurs dans les idées par lesquelles ils sont eux-mêmes fascinés. À ces idées, de même qu'aux meneurs,
Il attribue en outre une puissance mystérieuse et irrésistible qu'il appelle prestige. Ouvrez les guillemets. Le prestige est, point de suspension, une sorte de fascination qu'exerce sur notre esprit un individu, une œuvre ou une doctrine. Cette fascination paralyse toutes nos facultés critiques et remplit notre âme d'étonnement et de respect. Les sentiments alors provoqués sont inexplicables, comme tous les sentiments, mais probablement du même ordre que la suggestion subie par un sujet magnétisé. Fermez les guillemets. Il distingue un prestige acquis ou artificiel et un prestige personnel. Le premier est conféré aux personnes par leur nom, leur richesse, leur honorabilité, aux doctrines et aux œuvres d'art par la tradition. Comme il a, dans tous les cas, sa source dans le passé, il ne nous aide guère à comprendre la nature de cette mystérieuse influence. Le prestige personnel n'est l'apanage que de rares personnes qui, de ce fait même, s'imposent en chef et se font obéir comme par magie. Mais quel que soit le prestige, il dépend du succès et disparaît à la suite d'un succès répété. On ne peut s'empêcher de trouver que ce que M. Lebon dit du rôle des meneurs et de la nature du prestige ne s'accorde pas tout à fait avec sa peinture si brillante de l'âme collective. Texte lu par Anne-Marie Bourrelli, psychanalyste de l'effet freudien.